Bon, bah, écoutez, bonjour à tous, il est 13 heures et je veux quand même introduire ce premier webinaire de l'année. Donc déjà, l'USTV et son conseil d'administration vous souhaite à tous une très belle année 2022. Année d'autant plus importante qu'elle a été labellisée par l'ONU, comme vous le savez probablement déjà tous, Année internationale du verre. Et donc, vous allez bientôt trouver sur un site dédié à l'année internationale du verre en France toutes les manifestations qui ont été prévues pour cette année. Je vais vous en citer un certain nombre maintenant, mais bien sûr, vous pourrez les retrouver sur le site. Et puis, ma liste n'est certainement pas limitative. Donc, excusez-moi, le site devrait être créé à partir du 25 janvier. Au mois d'avril, il y aura des journées sur le vitrail qui seront organisées à la Sorbonne. Le 30 mai, une journée sur les verres naturels qui sera organisée à l'IPG. Du 4 au 8 avril, une semaine entière à Moulins consacrée au verre en collaboration avec le lycée technique de Moulins. Du 21 au 24 septembre, il y aura les traditionnelles journées de l'USTV qui seront cette année à Nice. Du 24 au 28 octobre, le congrès matériaux aura lieu à Lille, et dans ce congrès, il y aura des sessions dédiées au verre. Et enfin, le 25 novembre, il y aura une journée sur le verre et le feu à l'IPG. Alors, je ne vais pas m'attendre plus longtemps. Aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est le ramen dans les verres, avec 2 exposés. Donc, je remercie déjà les orateurs. Donc, Marc Dussos qui va parler en premier, qui travaille à l'ICM à Bordeaux et qui va parler de spectrovibrationnel pour les études structurales. Et ensuite, Charles Losque poursuivra. Charles Losque travaille à l'IPG et il parlera des ramen dans les verres. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de couper vos micros et je laisse la parole au premier orateur, à Marc. Merci. Merci beaucoup, Monique. Donc, je vais commencer par remercier d'abord toute l'équipe de l'USTV de m'avoir convié à venir faire ce webinaire avec Charles. C'est un vrai plaisir. Je suis très heureux et très fier de pouvoir vous parler un peu de spectroscopie vibrationnelle et de l'étude d'utilité de la spectrovibrationnelle pour l'étude structurale des verres. Donc, du coup, on va commencer directement. Donc, moi, je me présente. Donc, je m'appelle Marc Dussos. Je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut des sciences moléculaires de l'Université de Bordeaux. Et au sein de l'Institut des sciences moléculaires, il y a le groupe de spectroscopie moléculaire, et donc duquel je fais partie. Alors, du coup, si vous êtes là aujourd'hui pour voir ce webinaire, j'imagine que vous êtes intéressé par la spectroscopie. Et donc, je me permets de faire un peu de pub pour la plateforme SIV, donc la plateforme spectroscopie et imagerie vibrationnelle, qui est donc la plateforme qui a été créée au sein du groupe spectroscopie moléculaire. C'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde, qui est ouverte à tout le monde sous forme de collaboration ou de prestation. Et donc, au sein de cette plateforme, vous pouvez avoir accès à un grand nombre de types de spectros, que ce soit en raman ou en infrarouge, etc. Donc, si vous avez besoin, par exemple, en raman d'une longueur d'onde particulière, écoutez, on en a énormément. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, tout ce pôle d'instruments est là pour vous également et pour pouvoir être partagé dans le terme de vos recherches. Alors, on va commencer par maintenant directement la présentation. Je vais donc vous parler de comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser la spectroscopie vibrationnelle pour pouvoir faire des études structurales de verre. On va faire une introduction très basique sur les différents types de techniques, donc la diffusion Raman et également la réflectivité infrarouge. Et ensuite, on va utiliser ces 2 techniques sur des exemples très simples de systèmes formateurs-modificateurs pour des systèmes silicate et phosphate. Et ensuite, on ira voir un système un peu plus complexe dans un verre chalcogénure ici, dans lequel on a utilisé aussi des calculs DFT pour nous aider à faire les attributions et pouvoir tirer le maximum, j'ai envie de dire, et éviter de dire trop de bêtises sur l'ensemble de ces modes, des spectres de ce système vitreux. Alors allons-y, commençons par la base. Alors, quand on veut faire
Vous avez ici donc un diagramme d'énergie. Ce diagramme d'énergie, ça peut être le diagramme d'un système moléculaire. Vous avez l'état fondamental ici tout en bas. Vous avez là les premiers niveaux vibrationnels du système moléculaire. À plus haute énergie, beaucoup plus haute, vous avez les états électroniques. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'étudier les états vibrationnels. Et le plus simple dans ce cas-là, ça pourrait être de faire de la spectroscopie d'absorption et donc de la spectroscopie d'absorption dans l'infrarouge, puisque le rayonnement infrarouge, l'énergie du rayonnement infrarouge va correspondre aux états vibrationnels et on va donc pouvoir avoir une absorption et pouvoir sonder comme cela par spectroscopie d'absorption les états vibrationnels de notre système. La deuxième technique qui va nous permettre de sonder et de caractériser ces états vibrationnels, c'est de la technique de diffusion. Alors dans ce cas-là, en fait, on va utiliser une source monochromatique pour pouvoir exciter notre échantillon en fait, dans un domaine de transparence. Vous voyez, on envoie notre rayonnement électromagnétique dans le visible, dans un domaine dans lequel le matériau est transparent. On va donc pouvoir, comme cela, collecter et mesurer uniquement la diffusion de la lumière. Et dans cette diffusion de la lumière, on va avoir une diffusion qui va être inélastique, c'est la diffusion Raman. Et cette diffusion inélastique, on va donc avoir soit une perte d'énergie, soit un gain d'énergie. Et cette perte ou ce gain d'énergie, si on est du côté Raman-Stokes ou anti-Stokes, eh ben, elle correspond à des niveaux vibrationnels ici. Donc, du coup, on va pouvoir sortir l'information du niveau vibrationnel en faisant la différence en énergie du photon incident et du photon diffusé de façon inélastique. On a donc ici deux types de spectroscopie complètement différentes, une spectroscopie d'absorption et une spectroscopie de diffusion qui vont toutes les deux nous permettre de venir sonder les états vibrationnels de la matière. Dans le cas de la spectroscopie de diffusion, la diffusion Raman va être donc fonction de la variation de la polarisabilité, alors que dans le cas de l'absorption infrarouge, l'intensité absorbée va être fonction de la variation du moment dipolaire. Donc ça, c'est deux points très importants qui vont amener des règles de sélection différentes pour les différents modes de vibration, et donc, va être aussi à l'origine de la complémentarité des deux techniques. Parce que si vous voulez avoir accès à l'ensemble des modes de vibration de votre système, eh ben, il est notamment nécessaire de pouvoir combiner ces deux types de spectroscopie. Alors techniquement, comment est-ce que cela est mis en œuvre? Alors que lorsque l'on veut faire de la spectroscopie Raman, eh bien, il faut tout simplement, enfin, j'ai envie de dire, essayer de collecter uniquement la lumière diffusée de façon inélastique. Alors, dans le temps, au départ de la spectroscopie Raman, on se mettait dans des configurations à 90 degrés pour pouvoir collecter uniquement la lumière diffusée. Mais à l'heure actuelle, vous savez tous très bien que l'ensemble des spectros Raman sont généralement euh, euh, insérés au sein d'un microscope, d'un système de microscopie, notamment de microscopie confocale. Alors tout ça, ça a été possible notamment par le développement de filtres notch ici, et puis maintenant des filtres edge très performants qui vont nous permettre de séparer le photon incident du laser monochromatique qui va nous servir à venir exciter l'échantillon. Et ensuite, donc, ce type de filtre va nous permettre de séparer la réflectivité du laser de la diffusion Raman qui nous intéresse, qu'on peut analyser ici. Donc, je pense que Charles nous parlera un peu plus en détail des types d'applications que ce genre de système permet, notamment au niveau de l'imagerie, etc. Donc, ce qui est vraiment très, très intéressant dans énormément d'applications. Et dans mon cas, aujourd'hui, je ne parlerai pas trop de microscopie. Vraiment, je vais me focaliser sur la partie structurelle. Alors, si on veut faire par contre de la spectroscopie infrarouge, et qu'on travaille sur des matériaux massifs comme ça, l'épaisseur du matériau étant très importante, eh bien, on ne peut pas faire de mesures simples en transmission, puisque l'ensemble du rayonnement infrarouge va être absorbé, et puis on ne pourra pas collecter les modes de vibration qui viennent du réseau vitreux. Donc, on va donc se mettre dans une configuration de réflectivité spéculaire. Alors, pour cela, vous devez donc avoir un accessoire de réflectivité que vous allez insérer au sein de votre spectromètre infrarouge. Et pour se mettre dans des configurations les plus simples possibles, on va se mettre dans une réflectivité spéculaire à angle quasi normal. Donc, l'angle d'incidence ici doit être proche de la normale. Et donc, généralement, on a des accessoires qui permettent de faire
d'avoir des angles d'incidence de l'ordre de 10-11 degrés. Le spectre que vous allez mesurer, ce spectre de réflectivité ici, de réflectance, vous voyez, a une forme un peu complexe, parce qu'il a une forme de dispersion, puisque la réflectance, en fait, va être une fonction à la fois des parties réelles et des parties imaginaires de l'indice optique de votre matériau. Donc, pour extraire ces données, il va être nécessaire de faire une transformée de Kramers-Kronig pour pouvoir extraire du spectre de réflectivité les parties réelles N et les parties imaginaires K de votre matériau. Vous avez donc, grâce à cette transformée, obtenu les indices optiques de votre matériau en traitant donc la réflectivité mesurée. Alors, on observe ici que l'indice a bien réel cette forme de dispersion, hein, d'accord, qu'on retrouvait dans la réflectivité. Et celle qui va nous intéresser pour faire la spectroscopie d'absorption, c'est la partie imaginaire, la partie K, qui est directement liée à l'absorption. À partir de ce spectre d'indice imaginaire K, vous allez pouvoir recalculer notamment le coefficient d'absorption et travailler donc comme si vous aviez fait un spectre de transmission, par exemple. Alors, un point très intéressant de cette approche, c'est que c'est une approche qui est quantitative. C'est-à-dire que si vous faites un bon spectre de réflectance, vous aurez des vraies valeurs d'indice et vous aurez des vraies valeurs de coefficient d'absorption. Donc, c'est vraiment une approche quantitative qui donne des specs de très bonne qualité et qui est vraiment à mettre en avant par rapport à toutes les anciennes techniques qui étaient notamment celles de mélanger une poudre de verre à une poudre de Cabert pour faire un spectre en transmission qui donnait des spectres de piètre qualité. Ici, vous avez des spectres de très bonne qualité et qui sont en plus quantitatifs. Alors maintenant qu'on a fait une introduction assez rapide sur l'origine de ces deux types de spectroscopie et comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer ces deux types de spectres, on va essayer de voir un peu un exemple simple donc dans un système vitreux pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir extraire de ces modes de vibration la structure d'un réseau vitreux. Alors, le premier exemple que je vais vous montrer, c'est un système silicate. Donc, j'ai représenté ici les spectres Raman en bas et au-dessus les spectres infrarouges. Alors, en noir, vous avez le spectre de la silice, une silice infrasile, le spectre Raman ici, le spectre infrarouge là. Et en rose, vous avez le spectre d'un verre soda-lime, c'est-à-dire un verre silicate sodocalcique, dans lequel donc, la matrice silice a été largement modifiée par l'introduction de sodium et de calcium au sein de la matrice. Donc, deux éléments modificateurs qui vont venir modifier la structure du verre. Alors, quelle est la méthode et quelle est la méthodologie qu'il faut mettre en avant pour essayer de tirer le maximum d'informations de ce type de spectre? Alors, la première chose qu'il faut réussir à faire, c'est séparer et bien repérer sur vos spectres les deux types, les deux grandes catégories de modes de vibration que l'on va pouvoir observer. La première, ça va être les modes d'élongation qu'on va observer pour les hauts nombres d'ondes. Et dans la partie basse, vous voyez, tout simplement, vous aurez les modes de déformation qui sont dans les parties de plus basse nombre d'ondes. Alors, comment est-ce que ces modes d'élongation et de déformation vont nous permettre de caractériser la structure vitreuse? Alors, la structure vitreuse, comme je ne vous apprends rien du tout, n'a pas d'ordre à longue distance. Par contre, si on regarde à courte distance, on a bien un ordre à courte distance. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des informations sur ces deux types de portée, on va dire, une structure à courte distance et une structure à plus longue distance? Alors, si on se focalise sur les modes d'élongation, on va se focaliser sur des modes que l'on va dire localisés sur les entités structurales. Je vous mets ici un petit exemple. Sur cette animation, dans un petit cluster DFT ici, on a fait, vous avez ici la représentation d'un mode d'élongation antisymétrique. Et ce que l'on observe, c'est que ce mode d'élongation antisymétrique, il est bien localisé sur une entité ici qui est un tétraèdre. Donc, on a un mode qui est localisé et qui va être donc sensible à la symétrie locale et qui va donc nous donner des informations très importantes sur les différentes entités qui vont être formatrices du réseau vitreux. À l'inverse, si l'on regarde les modes de déformation, qui sont des modes beaucoup plus couplés, alors vous avez ici
une autre représentation d'un de ces modes de déformation. Vous voyez que ici, le mode représente une déformation des angles des ponts qui forment cette structure. Ben, on se rend compte que pour ce mode de déformation-là donné, ben, c'est toute la structure qui bouge. Donc, on a un système qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe, certainement à analyser, mais qui est aussi très important et très riche et qui va nous permettre d'avoir des informations, notamment sur les interconnexions qui sont généralement assez complexes dans les réseaux vitreux, et donc qu'on va pouvoir extraire en travaillant plutôt sur les modes couplés, les modes de déformation. Alors, si l'on regarde la littérature de l'étude structurale des verres par spectroscopie vibrationnelle, eh bien, il y a pléthore de littérature, il y a énormément d'articles que l'on peut trouver, et puis notamment des gens qui ont passé pratiquement leur carrière à essayer de comprendre et analyser le spectre de la silice, par exemple, et la complexité de ce type de mode et comment est-ce qu'on va pouvoir en sortir des informations. Alors moi, aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur des choses un peu plus simples au départ. On va essayer de complexifier un peu après sur l'exemple des chalcogénions, mais ici, on va se focaliser un peu sur ces modes d'élongation localisés qui vont nous permettre de connaître et d'essayer de caractériser ou quantifier les entités structurales qui forment le réseau vitreux. Alors pour cela, on commence et on continue sur notre réseau silicate. Donc on a un réseau formateur, la silice ici, qui va être modifié par un élément modificateur, comme un alcalin, par exemple, l'oxyde de sodium ou l'oxyde de lithium, etc. Et donc, plus on va incorporer d'un élément modificateur dans le réseau silicate, et bien on va tout simplement venir créer des liaisons ioniques au sein du réseau. Et on va passer d'un réseau tridimensionnel formé des entités ici Q4, où chaque tétraède de silice est relié à un autre tétraède de silice. On va former des liaisons ioniques qui vont former des entités Q3. On a ici un oxygène qu'on dit non pontant, c'est-à-dire qu'il porte une charge négative qui compense la charge positive de l'alcalin ou de l'alcalinotéreux, par exemple, donc de l'élément modificateur. Plus on va augmenter la quantité d'éléments modificateurs dans le réseau, plus on va créer de liaisons ioniques et on va alors avoir des entités que l'on va appeler Q2 avec deux oxygènes non comptants, puis Q1. Et même dans le cas, on va dire, en plus de sel ou en tout cas de verre ou de structures extrêmement ioniques, on peut même avoir des entités isolées orthosilicates comme celle-là. Alors, on peut également avoir dans ce type de structure des équilibres entre ces différentes entités, notamment, comme vous le voyez, deux entités Q3 seront équivalentes à une entité Q2 plus une entité Q4. Donc, c'est grosso modo une description assez simple, mais la première qu'il faut faire quand on étudie l'étude de structure d'un verre, c'est de réussir à quantifier et de savoir quel type d'entité structurale forme notre réseau vitreux. Alors voilà l'exemple en spectroscopie Raman, un vieil exemple qu'on peut retrouver dans la littérature. J'ai oublié de mettre la référence, je suis désolé, je pourrais la retrouver. Alors, vous avez ici donc, les spectres Raman en fonction de la silice tout en haut, puis ensuite, quand on descend, on augmente la quantité de sodium dans le système. On se focalise, comme je vous l'ai dit, sur les modes d'élongation, qui sont des modes localisés sur cette entité-là. Et ce que l'on observe, c'est que dès que l'on va introduire du sodium dans le système, eh bien, on va avoir cette bande qui va apparaître, qui est liée aux entités Q3. Et puis, plus on augmente la quantité de sodium, et si on arrive à des compositions comme ici, où le taux de sodium, où il y a plus d'un sodium par silicium, eh bien, on va avoir apparaître une nouvelle bande ici qui va être liée aux entités Q2. Et si on continue encore à augmenter, on va voir que c'est maintenant les Q2 qui vont prendre le dessus, puis on va même avoir une petite bande ici qui va apparaître, qui va être liée aux entités Q1. Donc, tout simplement, en se focalisant sur ces modes d'élongation qui sont localisés sur les entités structurales, on va pouvoir quantifier le taux de façon relative des différentes entités qui forment notre réseau vitreux. La même chose peut être faite en spectroscopie infrarouge, donc on le voit ici sur cette série de spectres-là. Et donc, on observe bien aussi dans cette zone-là qui correspond aux élongations antisymétriques du réseau, eh bien, l'apparence de nouvelles bandes qui sont liées à l'apparence de nouvelles entités structurales dans le réseau vitreux. Alors ici, pour ce cas particulier de réseau silicate, eh bien, on voit qu'en spectroscopie Raman, ça peut être un peu plus complexe
en infrarouge, pardon, un peu plus complexe qu'en Raman, puisque les modes sont notamment assez proches les uns des autres. Et donc ici, il peut y avoir besoin de temps en temps de faire des déconvolutions pour pouvoir extraire les informations qui nous intéressent. Le même type d'approche peut être fait pour pratiquement tous les réseaux vitreux. Je vous montre ici un autre exemple avec un exemple de réseau phosphate, donc dans lequel on va avoir donc un mélange entre du P2O5 et de l'oxyde de lithium, par exemple. Alors, le tétraèdre de phosphate qui va créer le réseau, lui, il est un peu différent de celui du tétraèdre de silicate, puisque, en fait, quand il est complètement connecté à trois autres phosphores, eh bien, on va avoir cette double liaison oxygène, phosphate-oxygène ici, qui est créée sur le tétraèdre. Lorsqu'on modifie, qu'on crée des liaisons ioniques, en fait, cette double liaison va être délocalisée maintenant sur le pont ici. Et on va avoir une structure sous forme de chaîne, donc avec des entités Q2. Et puis, si on continue, on va avoir des chaînes de plus en plus courtes. Et on va donc pouvoir venir sonder et caractériser les bouts de chaîne qui ont des entités Q1. Et puis, jusqu'à l'entité orthophosphate, lorsque c'est un élément très, on va dire, extrêmement unique. Alors, en spectroscopie Raman, on va être très sensible à ces différentes entités, comme vous le voyez ici dans cet article de Brown dans les années 2000. Donc, pour le vert P2O5 ici, eh bien, on va avoir une signature très localisée de la double liaison PO, et donc on va pouvoir très facilement localiser les entités Q3. Et puis, lorsque l'on augmente la quantité de lithium, ici, on va voir ici, par exemple, si on regarde ici le métaphosphate, on a donc un lithium par unité de phosphate, et bien on a uniquement ici le mode de vibration des entités PO2 ici, qui nous montre qu'on a des chaînes très longues et qui sont donc un réseau phosphate sous forme de grandes chaînes très longues, donc, avec une prédominance de ces entités Q2. Si on augmente encore le taux de lithium, eh bien on va voir apparaître petit à petit les bouts de chaîne qui sont de plus en plus importants. On va avoir ici à 0,67 le pyrophosphate dans lequel on a des dimères de phosphore, et donc on va avoir prédominance du bout de chaîne et des entités Q1. Et puis si on augmente encore et qu'on va vers la composition des orthophosphates, alors l'orthophosphate, j'imagine que ça ne doit pas être vitrifiable, donc on ne peut pas y aller jusqu'au bout, mais si on est entre le pyro et l'orthophosphate, on est exactement entre le Q1 et le Q0, et bien on observe très clairement les deux types d'entités ici, les deux modes de vibration qui vont nous permettre de quantifier la quantité de chacune de ces entités structurales au sein de la structure vitreuse. On a donc ici un outil très intéressant et assez simple à mettre en œuvre, hein. Donc, comme c'est une technique qui coûte peu cher et qui est simple à mettre en œuvre et qui est pertinente et qui nous permet de faire des études structurales quantitatives et très, très précises. Alors ça, c'est vrai pour les exemples que je vous ai montrés ici, où c'est simple, on a un système formateur, un système modificateur. Bon, il faut toujours commencer par ça, hein, c'est sûr, c'est l'ordre des choses. Mais c'est sûr qu'on sait aussi que si on veut obtenir des verres de plus en plus performants, etc., le verrier va mélanger énormément d'autres éléments, et notamment des éléments modifiés. Et donc, la structure va être de plus en plus complexe, et tout ce que je viens de faire là sera certainement plus compliqué à faire, mais c'est toujours faisable et c'est toujours envisageable. Alors, cependant, je voudrais quand même vous montrer que dans certains cas, il faut faire très attention aux attributions, il faut peut-être faire un peu attention à ce qui peut être mis dans la littérature, puisque ce n'est pas toujours aussi simple de dire, par exemple, je vais prendre les attributions d'un système binaire et puis les transférer directement sur un système plus complexe. Ce n'est pas toujours vrai, ça ne marche pas tout le temps. Et donc, de temps en temps, il faut faire attention et bien faire attention aux attributions. Donc, je vais vous montrer un peu, moi, une approche que l'on a utilisée dans des systèmes compliqués, dans lesquels on va utiliser des calculs DFT pour pouvoir faire des attributions plus précises, et en tout cas dans lesquelles on sera plus sûr pour pouvoir analyser nos spectres. Alors, cette étude sur le système donc, GESE4 et GETE4, elle a été faite lors de la thèse de Claudia Gonçalves,
c'était une thèse qui était en co-direction entre le laboratoire, l'équipe verre et céramique de Rennes, donc avec Bruno Bureau, et puis moi-même à Bordeaux. Nous avions aussi l'aide pour l'étude structurale de ce type de système de Michael Deschamps à Orléans pour des études par RM. Alors, tous ces verres ont donc été, dans ce système vitreux, ont été synthétisés. Nous avons fait l'ensemble des spectres vibrationnels avec Claudia. Et vous avez donc ici représenté, de ce côté-là à gauche, ce sont les spectres Raman, et à droite, ce sont les spectres infrarouges. Si l'on regarde la partie du haut, la partie où les spectres sont en noir, c'est la partie qui est riche en sélénium. C'est-à-dire qu'on part ici de GeSe4, GE20 SE80, et on va petit à petit rajouter du tellure dans la matrice. Spectre Raman, spectre infrarouge. Et à l'inverse, si on part du bas, on a la composition tellurure, donc GeTe4, dans lequel on va petit à petit rajouter du sélénium à l'intérieur. Alors, si l'on regarde d'un premier abord ces spectres, mais déjà, ils sont plutôt complexes, et notamment si on regarde les spectres Raman à peu près dans cette gamme de compositions-là, on voit qu'on a quand même un sacré nombre de bandes et qu'il va falloir faire attention à tout ce qu'on peut dire. Il y a autre chose qui m'avait choqué la première fois que j'ai vu ces spectres-là aussi, c'est que si on regarde cette partie-là du composition en Raman, on voit des larges variations spectrales. Alors que si on regarde la partie infrarouge, eh ben, les spectres sont pratiquement équivalents les uns les autres. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant et qu'il va falloir mieux comprendre et mieux appréhender parce que ben, et c'est aussi ça un peu la richesse de la complémentarité de ces deux techniques. Ça donne des informations qui sont très complémentaires. Maintenant, à nous de réussir à trouver l'explication qui va nous permettre de déterminer et de donner des informations importantes sur la structure. Alors, pour essayer de clarifier l'ensemble des attributions qui, de temps en temps, n'étaient pas très claires dans la littérature, surtout quand on parle d'entités mixtes, c'est ce qui nous intéresse, quand on va mélanger les deux anions, sélénium et tellure. Du coup, comme ce n'était pas très clair dans la littérature, on a décidé de s'appuyer sur des calculs DFT. Alors, pour cela, en fait, la méthode est la suivante. On va faire des petits clusters, comme vous voyez ici, et pour chacun de ces clusters, on va essayer de calculer un mode de vibration bien précis, ou plusieurs modes de vibration bien précis. Alors, je m'explique. Là, ici, vous avez le cas de GeSe4. Donc, c'est l'ensemble des clusters qui ont été calculés pour GeSe4. Alors, si le verre GeSe4 est parfait et complètement homogène, etc., on va avoir le germanium ici entouré de 8 sélénium comme cela. Mais en calculant ce cluster, on va pouvoir se focaliser autour du germanium et regarder l'ensemble des modes de vibration autour de ce tétraèdre de germanium et les calculer. Maintenant, on sait aussi que dans la littérature, que c'est la structure idéale, mais que ce n'est pas le cas, et qu'on a souvent des longues chaînes de sélénium qui ont notamment été observées par RMN les années précédentes. Donc du coup, pour pouvoir connaître un peu mieux et voir un peu la réponse vibrationnelle des chaînes de sélénium, on a fait ces trois clusters-là, dans le scala, avec 2 sélénium, 3 sélénium et 4 sélénium qui relient 2 tétraèdres de germanium. Alors, ça c'est intéressant, mais ce qu'il faut bien comprendre dans la méthode, c'est que l'on va se focaliser dans ce cas-là uniquement sur les chaînes. Le reste des modes de vibration ici et là, on ne va pas les regarder. Et pour ces 3 clusters-là, on se focalise uniquement sur les chaînes qui interconnectent les 2 germaniums. Alors, on savait aussi dans la littérature qu'il y avait des interconnexions différentes et qui étaient notamment liées par 2 tétraèdres reliés, non pas par leur sommet, mais par leur côté. Et donc, on a aussi fait ce calcul-là. Alors, en faisant l'ensemble de ces calculs, on a pu déterminer et vérifier que notre méthode était précise pour pouvoir faire nos attributions sur cette première composition. Alors, vous avez par exemple, en utilisant ce cluster-là, on a pu voir l'élongation symétrique du groupement GeSe4, on a pu la localiser ici, ainsi que les élongations antisymétriques qui sont actives en infrarouge, donc c'est celles qui sont notées avec des traits marrons ici, que l'on a pu calculer pour des fréquences qui sont ici et là.
De la même façon, ici, si on regarde cette interconnexion par un côté, en fait, eh bien, on a pu bien calculer qu'elle était liée à cette bande-là en ramant, et qu'on avait aussi des modes d'élongation antisymétrique de ce type d'entité qui étaient observables ici et là. Donc, on a quelque chose d'intéressant et qui est assez précis, et notamment ça marche aussi très bien pour les interconnexions avec les ponts sélénium-sélénium, qui vont, eux, être inactifs en infrarouge, donc on ne va pas les observer en infrarouge. Par contre, ils vont correspondre à cette large bande ici, en spectroscopie Raman. Alors, cette première approche, en fait, que l'on a fait sur ce verre GESE4, qui était très connu dans la littérature, nous a permis de surtout confirmer que la méthode de calcul de petits clusters DFT comme ça était intéressante et suffisamment précise pour pouvoir faire des attributions pertinentes sur nos spectres. Alors maintenant, on va s'intéresser au cœur du sujet, qui est comment est-ce que les entités mixtes, d'accord, vont vibrer, et comment est-ce qu'on va comprendre les vibrations des entités mixtes pour pouvoir essayer de comprendre un peu notre structure et l'ensemble des variations spectrales qu'on a observées juste avant. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va se focaliser sur les interconnexions mixtes. Alors, pour ça, on a fait ces 4 clusters-là. On a travaillé avec des interconnexions avec 3 atomes, 3 anions, et on a fait donc l'ensemble des configurations possibles. Alors, vous avez ici un sélénium et 2 tellures, ainsi un tellure et 2 séléniums, un sélénium entouré de 2 tellures, et un tellure entouré de 2 séléniums. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce type de cluster, on se focalise uniquement sur les modes de vibration des chaînes. D'accord ? C'est uniquement cela qui nous intéresse pour ce type de cluster-là. Ils sont calculés uniquement pour ça. Voilà les fréquences que l'on a observées. Donc, la fréquence des liaisons sélénium-sélénium, c'est comme ce qu'on a vu juste avant, c'est autour de 265 cm-1. Celle des tellures-tellures, c'est autour de 157-160 cm-1. Et l'on voit que l'ensemble des liaisons sélénium-tellure, elles, vont être dans une gamme qui sont assez proches, on va dire entre 210 et 220 cm-1. Donc, si l'on repart et que l'on regarde en fait le spectre la série de spectres que l'on avait observé tout à l'heure, la première chose que j'ai oublié de marquer ici, mais que je vous dis tout de suite, c'est que les calculs nous ont d'abord dit l'ensemble de ces modes sont pas actifs ou très peu actifs en infrarouge. Donc déjà, tout ça, on ne va pas l'observer du côté droit, et donc dans la réponse infrarouge de notre système vitreux. Et ensuite, si l'on regarde la partie Raman, là où ces modes sont actifs, on va pouvoir observer les liaisons sélénium-sélénium qui sont ici, qui vont baisser en intensité petit à petit, pour être remplacées par des liaisons sélénium-tellure qui vont être localisées autour de cette bande-là, et ensuite par des liaisons tellure-tellure qui sont ici. Alors, donc là, c'est intéressant parce qu'on a déjà réussi à repérer sur nos spectres où se retrouvaient les modes intéressants pour caractériser les interconnexions. Et puis, si on regarde maintenant, on peut voir que de façon intéressante, le côté très riche en tellure n'a pas d'interconnexion sélénium-tellure. Ça, c'est déjà une première conclusion, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les modes sélénium-tellure du côté riche en tellure. Et puis, un point de détail peut-être, mais qui aurait pu amener des erreurs si on n'avait peut-être pas fait ce genre de calcul, c'est que vous vous rappelez de cette petite bande-là, qui était liée au germanium, aux entités, aux tétraèdres reliés par des côtés. Mais en fait, ce mode de vibration-là, il apparaît au même nombre d'ondes que ceux des liaisons sélénium-tellure. Donc là, il y avait possibilité de faire une erreur et de dire que tout ça, c'était lié à des liaisons par les côtés. Mais en fin de compte, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça, c'est bien lié à des interconnexions mixtes de liaisons sélénium-tellure au sein du système. Alors, on a eu des informations intéressantes sur les parties interconnexion. Maintenant, on va se focaliser sur les entités structurales mixtes elles-mêmes. Alors là, on a fait un bon paquet de calculs, puisqu'on a fait l'ensemble de ces calculs-là qui sont schématisés. Alors, on part de GESE8. Là, celui-là, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, je vous l'ai montré. Donc, c'est un germanium entouré de 8 sélénium. Ensuite, petit à petit, on rajoute un tellure.
ce tellure, il peut être au proche du germanium, ou alors, ici, proche du germanium, ou alors un peu plus loin que le germanium. Et de la même façon, si je mets deux tellures dans mon système, eh ben, je peux avoir deux tellures proches l'un de l'autre, deux tellures loin du germanium, deux tellures proches du germanium, et ainsi de suite. Vous avez donc ici l'ensemble des possibilités de cluster mix qui ont été calculées en fonction du taux de tellure que l'on rajoute dans le sélénium. Et on a fait l'autre partie également, c'est-à-dire on permute toutes les couleurs ici. Et donc, on a aussi calculé l'ensemble des clusters pour lesquels on rajoute du sélénium dans le tellure dans des entités mixtes. Alors, ça fait un paquet de calculs. Et pour chacun de ces clusters-là, on va regarder la fréquence de vibration des élongations symétriques et la fréquence des élongations antisymétriques de ces types d'entités. Vous allez donc repérer ici, sur ces graphes, les fréquences, les nombres d'ondes de ces vibrations, ici et là. Donc ici, ce sont les élongations symétriques, ici, ce sont les élongations antisymétriques. Et nous les avons représentées en fonction de masse réduite. Alors, la masse réduite 1 correspond à l'ensemble de la masse réduite du cluster. C'est-à-dire qu'on prend tous les éléments du cluster et on calcule la masse réduite. La masse réduite 2, elle, ne va correspondre uniquement à la première sphère de coordination autour du germanium. C'est-à-dire qu'on calcule la masse réduite uniquement des premiers anions et du germanium, donc juste uniquement de la première sphère de coordination, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, que si on regarde l'évolution ici, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on a eu une large variation de la masse réduite. Ça veut dire qu'on a mis beaucoup de tellure dans un système sélénure, puisque la masse augmente. Et pourtant, la fréquence ne change pas. De la même façon, vous voyez que si on prend la masse réduite totale, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de clusters qui ont des masses très différentes, mais qui ont la même fréquence de vibration. Inversement, si on prend la masse réduite qui ne prend en compte que les anions autour du germanium, la première sphère de coordination, on se rend compte qu'on va avoir une variation, on va dire, assez linéaire. Ça, c'est juste un trait qui est là pour guider l'œil. On va avoir une variation assez linéaire, en fait, des fréquences de vibration en fonction de la masse réduite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la substitution et si l'entité mixte se fait autour du germanium dans la première sphère de coordination, alors la spectroscopie vibrationnelle sera sensible à ce changement et on va avoir un véritable changement de la fréquence de vibration en fonction de la substitution sélénium-tellure ou inversement. À l'inverse, si la substitution ne se fait pas dans la première sphère de coordination, mais dans la deuxième sphère de coordination, eh bien, les fréquences peuvent être inchangées alors que le taux de tellure ou le taux de sélénium peut être très différent. Alors, comment est-ce qu'on explique ça maintenant par rapport à l'ensemble de nos spectres? Eh bien, si l'on regarde la partie riche en sélénium, on se rend compte que les modes qui sont liés aux élongations symétriques ici et aux élongations antisymétriques ici sont pratiquement inchangés en fréquence, en nombre d'ondes, en fonction excusez-moi, du taux de tellure dans le sélénium. Ce qui veut bien dire que certainement, on a une substitution qui se fait, l'introduction du tellure dans la matrice va se faire dans les chaînes et pas proche du sélénium, du germanium, excusez-moi. À l'inverse, ici, si on regarde la partie riche en tellure dans laquelle on rajoute un peu de sélénium, on va voir que les modes d'élongation symétrique vont se décaler petit à petit, à la fois en raman et à la fois en infrarouge. On a donc ici un comportement de ces modes autour des tétraèdres de germanium qui va suivre cette tendance ici, dans laquelle, en fait, la substitution se fait bien autour du germanium. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une affinité très forte du sélénium pour le germanium, beaucoup plus forte que celle du tellure. Et donc, on va pouvoir conclure comme ça. Alors, attendez, excusez-moi. Donc,
si on fait la conclusion totale, on va se rendre compte que dans la partie riche en sélénium, on va pouvoir expliquer les variations spectrales par une substitution sélénium-tellure au sein d'interconnexions et au sein des chaînes. Alors que dans la partie très riche en tellure, on va pouvoir expliquer l'ensemble des modes de vibration, les variations spectrales, par une substitution du tellure par sélénium autour du germanium et même dans sa première sphère de coordination. Alors, j'en ai fini pour cet exemple-là. J'espère que je vous ai montré assez rapidement que la spectroscopie vibrationnelle, c'est un outil très utile et très intéressant pour pouvoir étudier les structures des matériaux vitreux. C'est assez simple à comprendre et à interpréter lorsqu'on prend des systèmes vitreux qui sont, on va dire, modèles. Par contre, dès qu'on attaque sur des systèmes qui sont plus complexes, eh bien, en fait, il faut faire attention. Il y a des raccourcis qui peuvent être dangereux. Et dans ce cas-là, prendre un peu de temps pour travailler sur les attributions et mieux comprendre un peu les bandes assez complexes qu'on peut observer, c'est nécessaire et pour pouvoir faire des conclusions intéressantes. J'ai parlé un peu trop longtemps, là, je crois, excusez-moi. En tout cas, si ce genre de méthode vous intéresse, ben, voilà, je vous ai mis ici 2 autres références sur des systèmes gallo-germanates ou sur des systèmes oxynitrides ici. Et donc, ben, je vous remercie pour votre attention. Merci Marc pour cet exposé très, très riche. Merci beaucoup et sans tarder, je passe la parole à Charles. Excusez-moi pour le retard. Pas de problème. C'était très intéressant. Pas de problème. Alors, hop. Alors, bonjour. Donc, je vais prendre, moi j'ai appelé ma partie 2. C'est une partie plus applicative, hein, après toute cette introduction très intéressante sur, sur l'aspect théorique et puis vraiment ce que peut nous apporter la spectrométrie Raman sur la structure des verres. Moi, je vais continuer en vous montrant… Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. En vous montrant des applications diverses et variées en fait, de la spectrométrie Raman. Pour plein d'autres applications, je vais dire que juste l'étude structurale qui est très importante du verre. Donc, en effet, là, on va pouvoir appliquer cette méthode pour effectuer une étude structurale d'un verre, mais aussi des reconnaissances de phase, par exemple, aller étudier des infondus dans des verres, aller étudier la structure de cristaux lors de la cristallisation d'un verre, par exemple. Reconnaissance donc, de phase de composés, c'est une utilisation en fait, historique de la spectrométrie Raman qui a été très utilisée en minéralogie et cristallographie notamment. L'un des intérêts de la microspectroscopie Raman, hein, donc vraiment le Raman couplé à de la microscopie, c'est de pouvoir faire des analyses résolues spatialement. Et donc, on va pouvoir faire des cartographies, on le verra, de plein de choses, que ce soit des relations, par exemple, entre un verre et des cristaux, des cartographies même de changement de composition d'un verre, ou même de changement de structure d'un verre dû à je vais appeler ça une altération mécanique du verre. Voilà, c'est encore, il y a tout un tas à l'heure actuelle de portes ouvertes vraiment pour utiliser le Raman sur ces problématiques de cartographie, on verra en 2 dimensions, même en 3 dimensions. Le Raman va nous permettre, outre l'étude de la structure des matériaux, aussi d'étudier leur composition potentiellement, puisqu'on arrive à relier à partir de calibration, et je vais notamment discuter de ça, par exemple la teneur en eau d'un verre ou la teneur en CO2, a des variations dans son spectre Raman et utiliser ainsi la spectrométrie Raman comme moyen de mesure pour la concentration de certains éléments, voire même pour la composition en éléments majeurs du verre, ou, et ça aussi j'en discuterai brièvement, pour mesurer même l'état redox d'éléments multivalents comme le fer dans les verres. Donc tout ça va nous permettre de suivre des processus chimiques, réactifs, d'altération, de diffusion dans les verres, et même des processus physiques, donc de la déformation, des changements structuraux des verres, par exemple lorsqu'on essaye de les densifier, lorsqu'on les met à haute pression. Toutes ces applications, et bon, la liste là n'est même pas exhaustive que je vous ai donnée, mais vont bénéficier en fait des avantages et inconvénients, entre guillemets. Alors, elles ne bénéficient pas des inconvénients, mais en fait vont bénéficier des avantages nombreux de la spectrométrie Raman,
Donc, Marc les a mentionnés déjà, mais on est sur une technique qui, quand on couple ça avec un microscope, est très précise. On arrive à avoir des précisions de l'ordre du micron, voire de l'ordre de la centaine de nanomètres. On est sur une technique qui est aussi non destructive, ce qui peut être très intéressant pour étudier des échantillons très précieux, comme par exemple des météorites qui sont ramenées pendant certaines missions spatiales. C'est une technique qui est aussi très intéressante du fait que c'est rapide à mettre en œuvre et peu coûteuse. On a de multiples ramands dans plein de laboratoires différents. Donc Marc a montré un parc qui était assez impressionnant. Nous, ici, par exemple, à l'IPGP, on a 2-3 ramands qui sont déjà disponibles sur site. Donc, c'est vraiment une technique accessible qui nécessite peu de préparation aussi comparé à l'infrarouge. On va pouvoir passer un bout de verre directement sans préparation, même sous l'objectif, mesurer son spectrament. Si on veut faire de la cartographie, il faut faire une préparation relativement limitée, par exemple un simple poli. Donc, c'est une technique dont on va bénéficier de tous ces avantages et nous apporter vraiment de multiples informations, que ce soit sur le verre, mais aussi, et ça je vous le montrerai, sur le verre fondu, sur tous les liquides parentaux des verres. On va pouvoir faire de l'in situ et regarder la structure de ces liquides à haute température et regarder leur cristallisation, regarder les changements structuraux avec le refroidissement et ainsi étudier tout ce qui est processus de cristallisation, formation de vitrocéramique, et puis refroidissement des verres de manière générale. Alors, quelques inconvénients quand même, le raman voit tout en fait. Il voit tous les vibrateurs, comme vous avez pu le comprendre dans l'exposé de Marc, pardon. Donc, comme il voit tous les éléments, il n'est pas forcément très sensible à un élément en particulier, donc on va avoir des limites de détection qui vont être assez élevées comparé à d'autres techniques de l'ordre du millier de ppm, voire au-dessus, donc ppm partie par million. Et l'un des plus gros inconvénients du raman, c'est sa possibilité de devenir aveugle si vous avez des phénomènes de fluorescence qui arrivent, par exemple, si vous avez des terres rares qui sont présentes dans un verre, vous pouvez rendre votre raman totalement aveugle au signal Raman, puisqu'il va être affecté par un signal de fluorescence majoritaire. Malgré tout ça, on arrive à faire beaucoup de choses avec le Raman. Les nombreux avantages nous donnent une flexibilité très importante pour cette technique. On va pouvoir faire des spots sans préparation. Par exemple, vous pouvez prendre une bouteille de verre, la mettre sous un spectromètre Raman, faire un spectre et avoir en 30 secondes à 1 minute un spectre Raman qui va vous déterminer la structure d'un verre. Donc, à droite, j'ai mis juste quelques spectres pour illustrer. Là, on est sur la structure de minéraux, un diamant, moissonnite, quartz. J'avais mis cette figure pour vraiment illustrer le fait que chaque spectre est une signature, en fait, de signature vibrationnelle de votre matériau. Donc, c'est valable pour les minéraux, pour les verres, et même pour les liquides, les gaz, etc. Pour toute la matière où on peut effectuer de la spectrométrie Raman. Ce sera à l'utilisateur d'ajuster tout ce qui est temps de comptage, puissance laser, un peu la cuisine d'acquisition du spectre Raman, afin bien d'optimiser le signal que l'on veut avoir. On peut vouloir un spectre parfait, c'est-à-dire très lisse, peu bruité, on va poser très longtemps, ou si on fait des cartographies et qu'on veut cartographier 100 microns par 100 microns avec un spectre tous les microns, on va bien sûr optimiser ces paramètres pour avoir des temps d'acquisition un peu plus courts et ainsi l'optimisation d'une cartographie dans un temps raisonnable. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on joue afin d'avoir des specs qui soient de bonne qualité, à partir duquel on va pouvoir obtenir vraiment plein d'informations différentes. Dans les cas que je voulais vous montrer, des exemples que je voulais vous montrer, c'était la quantification des teneurs en éléments volatiles dans les verres. Ensuite, on va parler de cartographie. Vous allez voir, je vais vous montrer plein d'exemples différents de cartographie pour vous donner une idée des opportunités offertes par la spectrométrie Raman. On parlera de mesures in situ à haute température et à haute température et haute pression, ce que ça peut nous apporter sur les verres. Et enfin, on conclura par les perspectives offertes par le machine learning. L'apprentissage machine, c'est une technique un peu en vogue en ce moment, puisqu'elle devient de plus en plus accessible et il devient de plus en plus logique de la coupler à des techniques spectroscopiques comme le Raman, où on peut avoir beaucoup de données et ainsi obtenir de nouvelles informations grâce au machine learning. Donc, un exemple de spectre Raman à droite, par exemple, qui est disponible dans notre laboratoire, Oriba HR Evolution. Comme vous voyez, ça se présente entre guillemets une grosse boîte. Voilà, vous voyez les lasers à gauche, le spectromètre Raman dans lequel on va avoir tous les
tous les réseaux, les miroirs, etc. Et à droite, le poste de pilotage avec votre microscope sur lequel vous allez pouvoir passer des échantillons macroscopiques, mais aussi des lames minces, des bouts de verre préparés, et puis même des dispositifs expérimentaux pour faire de la haute pression, de la haute température et étudier les verres fondus. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler de la mesure de la concentration en eau des verres, hein, puisque c'est une des premières applications, alors il y en a d'autres, hein, mais une des applications en tout cas qui était recherchée pour mesurer une quantité d'un élément chimique dans les verres. Beaucoup d'études se sont focalisées là-dessus dans le domaine de la géologie notamment, hein, puisque la détermination de la teneur en eau des verres volcaniques va être très importante pour comprendre les éruptions volcaniques, hein, puisque l'eau est le moteur de ces éruptions volcaniques. Et dans le cadre du domaine verrier, du domaine industriel, on va aussi être très intéressé par la connaissance de la teneur en eau des verres, puisqu'elle va affecter tout ce qui est propriétés optiques, ce qui peut être important pour les fibres optiques, des propriétés telles que la viscosité, bien sûr aussi, et donc les températures de formage, les températures de travail, etc. Donc, c'est une application entre guillemets ancienne, hein, puisque les premiers articles là-dessus, c'était au début des années 2000. Une application assez frappante, puisqu'en fait, quand on regarde le spectre Raman, ici, c'est un verre aluminosilicaté, vous avez l'intensité en fonction du nombre d'ondes. À basse fréquence, vous avez les vibrations, et bien tout ce qui est les vibrations d'étirement et vibrations d'élongation des liaisons, comme on a vu avec Marc, du réseau aluminosilicaté en dessous de 1500 cm-1. L'avantage de l'eau, c'est que son pic, le pic de l'eau dissoute dans les verres sous forme de radicaux hydroxyles ou de molécules H2O, eh bien, le pic d'étirement des liaisons OH est très différencié de celui des vibrations silicatées. Il va se trouver à vers 3600 cm-1. Et donc, dès les premières études, hein, les auteurs avaient proposé de mesurer l'air ou l'intensité de ce pic et de relier ça à la concentration en eau de verre standard. Alors, il y a plein de différentes calibrations qui ont été proposées, certaines utilisant uniquement l'intensité de ce pic, d'autres reliant l'intensité ou l'air de ce pic à l'air des pics silicatés afin de résoudre des problèmes de dépendance d'effets instrumentaux. Les nombreuses techniques disponibles doivent nous dire une chose, c'est que pour les verres, en fait, cette méthode est robuste et facile à mettre en œuvre. Maintenant, on sait, ça fait 20 ans qu'on sait la faire, donc c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire. Il y a des articles qui continuent à apparaître pour des applications un petit peu plus exotiques, parce qu'on peut avoir des problèmes si on a de la cristallisation ou des chimies exotiques riches en fer. Mais pour les verres classiques, je vais dire aluminosilicatés, sodocalciques, etc., c'est vraiment une technique facile à mettre en œuvre. Donc, cette figure résume un petit peu ce que j'ai dit avant. On a différents types de calibration, calibration juste en utilisant le pic de l'eau ou les rapports pic de l'eau sur pic silicaté. En fonction des études, vous allez avoir des sélections de fonds spectrales qui vont être différentes. Ça va être très important. Vous voyez que le spectre monte comme ceci, hein, avec l'augmentation du nombre d'ondes. Donc, il faut corriger cet effet en sélectionnant un fond spectral. Donc, selon les études, on le fait passer dans différentes régions. En 2012, on avait proposé une méthode là, en rouge qui nous permettait en fait d'obtenir pour des compositions aluminosilicatées une calibration qui était indépendante de la composition chimique de ces verres aluminosilicatés. Vous le voyez ici dans cette figure, vous avez la teneur en eau du verre sur en fait, la concentration en eau sur la concentration de verre, entre guillemets, en poids pour cent, sur le rapport du signal Raman de l'eau sur le signal Raman des espèces silicatées. On voit qu'on a une calibration qui est linéaire et qui ne dépend pas de la teneur en silice. Vous avez une teneur en silice de différents en fait, verres, différents groupements de teneur en silice. Et donc, on n'a aucune dépendance de cette calibration à la teneur en silice, donc à la composition de nos aluminosilicates. L'incertitude obtenue est comparable à celle de l'infrarouge. On va d'incertitude de 0,1 à 0,3 poids pour cent en fonction des études, hein, et en fonction en fait, de la gamme de composition que vous regardez. Si vous regardez une seule composition, vous allez pouvoir avoir des incertitudes très petites. Si vous cherchez à avoir une calibration plus universelle, les incertitudes vont augmenter généralement. Mais c'est des incertitudes qui sont comparables à ce que vous pouvez avoir en infrarouge, en transmission, surtout en prenant en compte les incertitudes sur les coefficients d'absorption, par exemple, dans l'infrarouge. Le seuil de détection, par contre, va être plus élevé. Comme j'ai dit, le spectre Raman voit tout, et donc généralement, on est sur des seuils de détection qui sont au-delà de 1000 ppm, bien qu'avec les détecteurs les plus modernes, hein, tout ce qui est backscattered, etc., les détecteurs à très haute sensibilité, on peut atteindre quelques centaines de ppm, voire certaines études proposent quelques dizaines de ppm pour mesurer la présence d'eau dans les minéraux ou autres. Donc, c'est une technique en développement et qui va devenir de plus en plus sensible.
Cette approche où on va prendre des verres standards, des verres étalons avec une teneur en eau connue, faire leur spectrament, avoir une calibration qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour déterminer la teneur en eau de nouveaux échantillons, eh bien, on va pouvoir la transposer pour d'autres éléments volatiles. On peut l'appliquer au soufre, par exemple. C'est ce qu'ont montré les travaux de Marion Lenoir, notamment, où vous avez, en fait, quand le soufre est présent sous forme de sulfate dans vos verres, vous allez avoir la croissance d'un pic à 990 cm-1. Vous pouvez le voir sur cette figure ici. On le voit très bien ici en hachuré bleu. Et on va pouvoir relier, comme pour l'eau, l'intensité ou l'air de ce pic à la teneur en soufre de notre verre. Cela va nous permettre d'établir une calibration qui nous permettra ensuite de mesurer, avec le spectre Raman, la teneur en sulfate des verres à partir de l'étude de ce pic. Donc, vous voyez dans cette figure que les teneurs estimées pour des verres étudiés par Lenoir et collaborateurs se comparent relativement bien, même très bien, aux teneurs estimées par microsonde électronique, par exemple. Autre application, on peut transposer encore une nouvelle fois cette méthode pour le carbone, pour aller mesurer combien vous avez de CO3 de moins qui est dissous dans votre verre. Donc, le CO3 de moins vous donne typiquement un pic vers 1085, 1090 cm-1 que vous pouvez voir ici dans ce spectre en orange. Donc, ici, on est sur un spectre de verre aluminosilicaté. Hein. C'est un verre de composition géologique basaltique. Vous voyez les différentes bandes en noir d'étirement des liaisons SiO et ALO dans le verre. Et en orange, vous avez donc les vibrations d'étirement dans la molécule CO3 de moins dissoute dans le verre. Encore une fois, à l'aide de verre étalon, on peut établir une calibration. Donc, vous la voyez ici, on relie l'air du pic normalisé CO3 de moins à la teneur mesurée à l'aide d'une autre méthode en CO2, en poids pour cent, et on voit qu'on a une relation linéaire, comme on pourrait s'attendre, entre l'air du pic et la teneur en CO2. Donc, on peut ensuite se servir de cette calibration pour aller étudier de nouveaux verres et pour étudier des problèmes en géologie, en géomatériaux, en verre, etc. Donc, c'est ce qu'ont fait les auteurs de cette étude, Alberti et collaborateurs, où ils ont, par exemple, effectué une cartographie à grande dimension de la teneur en CO2 d'un échantillon de verre qui avait été synthétisé à haute pression. Donc, c'est un échantillon qui est assez grand, on est sur du 3 mm par 2 mm. Donc là, on ne va pas faire une cartographie au micron, ça prendrait un peu trop de temps. Donc, ces auteurs, du coup, avaient effectué plusieurs points ici, plusieurs spectres ponctuels, et on remarque, comme on pourrait s'y attendre, que en fait, la teneur en CO2 du verre va avoir tendance à augmenter lorsqu'on s'approche d'une bulle, en fait, simplement d'une bulle de CO2 qui a été formée lors de la trempe de ce verre. Donc, on avait un gradient de diffusion, une diffusion du CO2 vers la bulle qui a été trempée et que l'on peut détecter par spectrométrie Raman. Autre chose que nous avons étudiée, c'est à plus petite échelle. Maintenant, on change d'échelle. On avait une carte faite avec différents spots à très grande échelle. Maintenant, on passe sur une carte au micron, donc sur une petite échelle. Ici, on est sur une échelle, vous voyez, en X de 25 microns et en Y de 20-25 microns, pareil, où on va mesurer cette fois-ci la présence, on avait la présence de cristaux d'aragonite dans un verre qui était assez riche en carbone, en fait, à la base. Donc, tout le carbone ne s'est pas dissous à haute pression, on avait l'aragonite qui était présente. Et on va pouvoir mesurer le signal Raman du verre, vous voyez ici un des spectres. Chaque point, en fait, dans cette cartographie est un spectre Raman, c'est ce qu'on appelle une carte hyperspectrale. On va pouvoir mesurer, détecter le signal Raman du verre en bleu, et puis le signal de l'aragonite que vous avez ici en bas dans ces spectres en rouge, hein, et regarder les relations spatiales entre notre verre et nos cristaux d'aragonite à l'échelle du micron. Donc, bien sûr, on a des phénomènes de Bohr hein, où on a des mélanges entre les deux signaux, mais on arrive à déterminer des limites facilement hein, de l'ordre du micron entre des petits cristaux d'aragonite qui mesurent quelques microns et englobés dans une matrice de verre. Donc ça, c'est un exemple de cartographie à haute résolution qui est vraiment une application très intéressante. On va pouvoir appliquer ça pour étudier des infondus dans des verres, pour étudier de la cristallisation, la formation de microlithes, voire de nanolithes, hein, puisque sur certains ramans, on peut descendre à quelques centaines de nanomètres en termes de résolution spatiale. Autre application qui peut être faite, c'est des changements de composition chimique. Et là, j'ai mis un exemple dans le cas de l'altération d'un verre. On a une diffusion d'un front de diffusion d'eau dans un verre. Donc ça, c'est des travaux qui sont effectués par une postdoctorante dans notre laboratoire, Mariona Tarago. On a un front de contact entre un verre anhydre à la base, de l'eau qui va avoir tendance à diffuser, à altérer une couche limite
à son contact au verre. Et en effectuant des spectroraments de la bordure vers le cœur du verre, eh bien, on voit qu'on a des changements dans le signal, et notamment des changements dans la bande à 3500 cm-1, puisqu'elle n'existe pas dans le verre anhydre. Et que l'on s'approche de la couche d'altération, cette bande augmente en intensité. Eh bien, on peut suivre ceci en 2 dimensions. Vous avez ici une cartographie de l'aire du pic entre 3000 et 3900 cm-1. Ce pic va grandir lorsque vous vous rapprochez de la bordure du verre qui est ici à gauche. On voit l'intérêt de le faire en 2 dimensions. On pourrait faire juste une ligne de spectre et montrer un profil. Mais ici, on a fait cette cartographie en 2 dimensions puisqu'on voit très bien qu'on n'a pas d'effet de bord. Donc, on va pouvoir ensuite utiliser les équations de Fick en 1 dimension ou autre pour essayer de comprendre le processus diffusif de l'eau et d'altération du verre, de diffusion de l'eau dans le verre et d'altération du verre. Voici un exemple ici de cartographie pour suivre des changements chimiques dans notre verre liés à l'altération. Alors, on peut imaginer appliquer ça pour plein d'autres phénomènes. On peut aussi effectuer ce type de cartographie pour suivre des changements structuraux dans un verre. Et là, je vous emmène sur un exemple totalement différent. Cette fois-ci, c'était une étude où on a suivi en fait, la densification d'un verre de silice le long d'un plan de glissement, d'un plan de faille en fait, expérimental. On voulait reproduire des séismes à l'échelle du laboratoire. Donc, on a pris de la silice SiO2 que l'on a coupé en 2 avec un plan à 45 degrés, ici, que vous pouvez voir sur cette photo, la photo C, ici en haut à droite. On voit une ligne qui est le plan que nous avions formé. Hop, pardon. On va ensuite mettre cet échantillon dans une presse qui va appliquer un sigma 1 vertical par rapport à cette photo et on va créer des séismes artificiels dans le laboratoire où on va voir glissement des 2 bouts de silice le long de ce plan de faille artificiel. On a une zone qui est visible par cathodoluminescence, par exemple, c'est l'image B, ou par spectrométrie Raman, c'est la cartographie que vous avez en dessous, où on a en fait les changements, un suivi des changements dans le spectre de la silice. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus, mais en jaune, en gros, on a une zone en fait, où la silice a enregistré des pressions qui sont très élevées, qui atteignaient quasiment le gigapascal, le long du plan de faille lors du glissement. Donc, ça, on peut le mesurer grâce au spectre Raman, en effectuant une cartographie Raman de notre échantillon après glissement. Donc, on va pouvoir suivre des changements dans la structure du verre liés à des processus de densification de haute pression. Toutes ces cartographies sont en 2D. Je voulais juste dire un mot. On peut effectuer la même chose en 3 dimensions. Donc, il y a plein d'exemples dans les verres pour mesurer des inclusions fluides dans les verres, etc. Là, je vous montre un exemple un petit peu différent, puisque un exemple très intéressant, dans le sens où c'est une mesure d'un cristal de Wallströmite. Donc, c'est une phase très haute pression en fait, de carbonate silicate de calcium dans un diamant du manteau. Donc, vous avez la Wallströmite en blanc et puis vous avez le diamant ici en noir. On a pu mesurer, en effectuant une cartographie Raman en 3D, la présence de cette inclusion et puis regarder sa structure pour confirmer que c'était bien cette phase, puisque ça nous prouvait que le diamant venait du manteau, quasiment du manteau inférieur, ou en tout cas de ce qu'on appelle la zone de transition, et donc confirmer la très grande profondeur, vers 400 km de profondeur de ce diamant. Donc, ce type de cartographie en 3 dimensions est vraiment intéressante aussi, et avec des applications vraiment pour étudier les choses en 3 dimensions qui sont assez porteuses d'informations. Toutes ces méthodes d'analyse ponctuelle, de cartographie, de dimensions, voire même 3 dimensions, on va pouvoir les appliquer pour l'étude d'un verre, monté et préparé poli, par exemple, mais aussi pour l'étude des verres fondus. Cette fois-ci, en faisant appel à des techniques, on va venir chauffer nos verres grâce à des dispositifs de fil chauffant ou de cellules InCam. Donc, vous avez ici une photographie d'un dispositif de fil chauffant que nous avons à l'IPGP. Et on va venir effectuer le spectroraman du verre à haute température. Donc, c'est des choses que nous faisons maintenant depuis longtemps dans le laboratoire. Vous avez ici, par exemple, les travaux de Lenoir et collaborateurs en 2009 qui suivaient, pour reprendre leur étude sur le soufre, qui suivaient le dégazage du soufre en fonction du temps lors de la chauffe des échantillons. On va pouvoir regarder les cinétiques de dégazage, de cristallisation des échantillons, les changements structuraux, etc. Il y a plein de portes ouvertes pour aller étudier ce qui se passe à haute température dans les domaines de température intéressants pour la formation des verres. On peut aussi apporter un facteur de pression si on utilise des cellules enclume de diamant. Ici, vous avez une photographie du dispositif, c'est une cellule enclume
hydrothermale de type Bassett dans le laboratoire de Björn Misen à la Carnegie Institution for Science, où vous allez venir appliquer une pression en mettant votre bout de verre entre deux diamants, vous allez le fondre avec de la température et vous allez pouvoir regarder, comme vous voyez sur ces spectres, ce sont des spectres d'aluminosilicate de calcium, donc en gris c'est le spectre du verre. Et puis, vous avez en noir le spectre des liquides fondus à 920-950 degrés Celsius, mais surtout à une pression du gigapascal, en fait. Et on va pouvoir regarder tous les changements structuraux du verre en mettant du verre fondu à très haute pression, très haute température, et ainsi étudier ces effets, étudier les effets de dissolution des éléments volatiles. Donc ça, c'est très intéressant, notamment pour tout ce qui est domaine géologie et géosciences, hein, où on va s'intéresser à la formation de ces liquides silicatés riches en eau, riches en carbone dans la croûte terrestre. Toutes ces données vont pouvoir ensuite être analysées, puisqu'on se retrouve généralement avec beaucoup de données au bout d'un moment, par les techniques conventionnelles, mais aussi par le machine learning, qui est un outil d'analyse qui est de plus en plus utilisé en spectrométrie Raman. Et je voulais donc dire quelques mots là-dessus pour conclure cette présentation. La spectrométrie Raman va nous permettre, par exemple, si vous utilisez une base de données Raman comme la base de données RUF, de faire de la reconnaissance automatique de spectres pour reconnaître automatiquement des infondus dans des verres, pour reconnaître automatiquement des minéraux, que ce soit dans des roches géologiques, dans des verres, dans des vitraux céramiques. On va pouvoir vraiment utiliser le machine learning couplé à l'établissement de bases de données pour effectuer ce type de travail, pour aussi quantifier. Je vais vous montrer un exemple tout de suite pour la quantification du redox du fer grâce au machine learning à partir de spectres Raman. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est le côté exploratoire. On va pouvoir regarder les jeux de données, on va pouvoir regarder les spectres Raman avec un point de vue un peu différent de celui qu'on peut avoir usuellement. Donc, vraiment quelques exemples très brièvement. Ici, la quantification du redox du fer dans un verre, c'est un aluminosilicate de calcium et de magnésium avec 10% de fer. Vous avez les spectres Raman ici en fonction du redox du fer, donc ce sont des verres étalons, encore une fois, hein, avec des redox qui varient entre 0 et 1, donc fer 3+ sur fer total. Vous allez donner ces spectres à un réseau de neurones artificiels, à des machines à vecteurs de support. Les variations du spectre, qui sont liées à des changements en fait, du rôle du fer 2+ et fer 3+ dans la structure, vont pouvoir être reliées à des variations de redox et vous allez pouvoir avoir des calibrations vous prédisant le redox du fer. Vous avez ici une comparaison entre les prédictions Raman et le Mossbauer. Donc, on a une très bonne adéquation avec des erreurs inférieures à 4-5%. On peut étendre ça à la prédiction des compositions chimiques. Ici, c'est un travail où on avait des échantillons de basalte vitreux géologique, en fait, avec des compositions qui variaient dans une gamme assez étroite, et on a pu entraîner des réseaux de neurones à prédire ces variations de composition. Donc, on peut maintenant les utiliser pour prédire la composition des verres. Et ce type de méthode va pouvoir être très intéressant parce qu'on va pouvoir même coupler ça à tous les aspects pratiques du Raman, et je conclurai là-dessus, et même au développement du Raman portable pour aller faire des mesures in situ, cette fois-ci, non pas seulement à haute température, haute pression, mais in situ sur site, hein, sur une chaîne de production, sur un volcan, vraiment emporter notre spectre Raman, faire les analyses sur le terrain et coupler ça avec ce type d'analyse numérique pour venir apporter plein d'informations sur la structure, la chimie des verres, la présence d'éléments volatiles, le redox des verres ou reconnaître des phases cristallisées ou autres. Donc les applications sont vraiment nombreuses et diversifiées. Donc là, j'en ai couvert une petite partie, mais j'espère vous avoir donné un aspect de ce qui pouvait être possible. Et sur ceci, je vous remercie de votre attention. Et voilà, si vous avez des questions, merci. Écoutez, merci Marc et merci Charles pour ces deux très intéressantes présentations, très riches. Alors, je crois qu'on a un petit peu dépassé l'heure, donc je souhaite, peut-être que c'est préférable de ne pas prendre de questions. Par contre, si vous avez, vous les auditeurs, des questions, n'hésitez pas à revenir vers nos orateurs. Et grand merci, en tout cas, grand merci à vous. Et le prochain webinaire aura lieu le 28 janvier, dans 15 jours, et il sera consacré au verre opale, avec comme orateurs Cédric Blanchard et Patrice Lemédé. Voilà, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir.